Ok, donc vous êtes directeur juridique, vous êtes juriste, et vous posez peut-être la question de savoir quel va être l'impact du règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel sur votre activité. Donc, le règlement européen, en réalité, c'est un énorme volume, c'est un énorme paquet réglementaire, puisqu'il y a à peu près 99 articles et pas loin d'une centaine de pages. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout n'est pas essentiel dans ce règlement. Il y a un certain nombre de risques qui sont importants, et il y a un certain nombre de choses que vous pouvez évacuer relativement rapidement. La dernière session de formation que j'ai animée, il y avait la directrice juridique d'un grand groupe international dans le domaine des télécommunications qui est venue. Et justement, elle, son objectif, c'était de déterminer, voilà, dans mon organisation, quels sont mes vrais risques? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que la DSI a vraiment appréhendé tous ces risques-là? Et c'est vraiment un élément extrêmement important de vous former dès aujourd'hui, de sorte de pouvoir comprendre, en fait, quel est l'impact du règlement sur votre activité. Alors, il y a plein d'impacts, mais dans les impacts qui sont importants côté juridique, c'est vraiment de comprendre quels sont les conflits qui sont susceptibles de se transformer en conflits GDPR. Il faut savoir qu'en réalité, en matière de protection des données à caractère personnel, on a relativement peu de conflits, ces 40 dernières années depuis que la CNIL existe, on a relativement peu de conflits qui sont des conflits, je vais dire, natifs GDPR ou natifs DCP, protection des données à caractère personnel, qui vont vraiment, voilà, il y a relativement peu de personnes qui sont vraiment motivées au point de vraiment commencer un procès, commencer un contentieux, simplement parce qu'on a maltraité ou oublié certaines obligations dans le traitement de leurs données à caractère personnel. La plupart des conflits sont des conflits qui sont issus en matière de droit du travail et pas mal d'autres blancs, droit du travail, droit de la consommation, etc. Et ce sont des conflits qui sont des conflits classiques qui vont se transformer dans des conflits GDPR ou dans des conflits DCP et dans lesquels, effectivement, vous allez voir en fait, utiliser ces arguments, utiliser ce terrain juridique simplement pour pouvoir prolonger un conflit et s'assurer de gagner une affaire, simplement parce que voilà, à partir du moment où on a des amendes qui sont de l'ordre de 20 millions d'euros ou 2% ou 4% du chiffre d'affaires global d'un groupe, évidemment qu'on va chercher à faire pression sur d'autres terrains. Si on n'a pas forcément raison en matière de droit du travail, on va s'assurer de regarder si effectivement la badgeuse a bien été porté au registre, si effectivement les sous-traitants, il y a bien un contrat qui existe entre le responsable du traitement et les sous-traitants, si le sous-traitant présente bien les garanties suffisantes, etc. etc. Et voilà, donc du coup, ça c'est une tentation qui va être claire. Si vous posez la question de savoir s'il y aura des amendes ou pas, je vous réfère simplement à l'article 83 du règlement européen qui dispose simplement que dans tous les cas, les amendes doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Donc effectif et dissuasif, ça signifie simplement que en fait, vous ne pouvez pas faire la gestion de risque sur l'application de cette réglementation, ou si vous voulez faire la gestion de risque, vous allez le payer très cher. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, l'amende doit être effective et dissuasive. Donc ça veut dire pour un grand groupe, sinon dizaines de millions d'euros, au moins, enfin c'est à minima des dizaines de millions d'euros. Je sais qu'en formation, en fait, on fait un exercice en fin de formation, on prend en fait des amendes qui ont été prononcées par la CNIL, notamment en 2014-2015. Et puis, en fait, on analyse au regard du règlement européen. Et en fait, on s'aperçoit, au regard de tous les critères qui sont imposés dans le texte de l'article 83, il y a 11 critères qui sont pris en compte pour la détermination du montant de l'amende. Donc tout ça, c'est réglementé, c'est carré, c'est très précis. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, des amendes à des acteurs comme Google, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros de manière assez régulière. Donc voilà, on s'assure, enfin c'est quasiment certain par rapport aux tests statistiques que j'ai fait moi, que c'est quasiment certain qu'il y aura des amendes qui sont assez importantes. Donc la question c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez dès maintenant mettre en place des actions et mettre en place des processus pour que l'ensemble de votre organisation puisse être en conformité le plus rapidement possible. Il faut savoir que j'ai quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, on peut éliminer beaucoup de risques relativement simplement. Il y a un certain nombre d'applications qui sont plus sensibles que d'autres, c'est sûr, mais si on fait une classification assez rapide de quelles sont les applications, quels sont les logiciels qui sont sensibles, un petit peu plus sensibles au sens GDPR, et ceux qui sont vraiment à un niveau relativement moyen ou faible de risque, en fait, à partir de cette classification, ça vous permet déjà de savoir voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en conformité en bloc, en volume, et voilà, où est-ce que vous devez concentrer vraiment vos efforts. Donc voilà, j'anime une formation de 2 jours sur le sujet. Donc c'est une formation qui tourne depuis un petit moment maintenant, parce que ça fait 3 ans, pratiquement 4 ans maintenant que je travaille sur le règlement européen. Et donc voilà, c'est une formation qui tourne pas mal. Donc j'espère, si c'est le sujet, si vous êtes vraiment concerné par le sujet, je vous invite vraiment à rejoindre cette formation, elle est vraiment très très bien. Peut-être une des particularités, c'est que
je suis docteur en droit, je suis titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais ça fait aussi 20 ans que je fais la programmation. Et donc, j'ai vraiment une expertise métier de ce côté-là, de savoir vraiment dialoguer avec des opérationnels, des ingénieurs dans le domaine de la sécurité, des ingénieurs dans le domaine de tout ce qui est conception des systèmes d'information. Et donc, je peux à la fois vraiment dialoguer avec ces deux mondes. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment entre ces deux piliers. Et donc, je pourrais vous donner assez facilement à la fois, évidemment, tout le contexte juridique, mais également des éléments de langage vraiment opérationnels et simples pour que vous puissiez dialoguer avec les DSI et avancer de ce côté-là, de sorte de savoir exactement que oui, voilà, là vous êtes bien et vous pouvez avancer de sorte de limiter vos risques. Donc voilà, j'espère vous retrouver à bientôt.